Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Vous étiez plus de 630 inscrits. Alors là, les gens sont en train de se connecter. Nous sommes autour de 150 personnes présentes ce matin et les gens continuent à arriver. Alors, peut-être une introduction rapide, en fait, pour vous préciser que ce webinaire fait partie d'un projet, en fait, plus global qui est coporté par les associations François Aupetit, Crohn RCH et l'association Tous Chercheurs. Et ce projet traite de 3 thèmes au cœur des préoccupations des malades, à savoir les problématiques de sommeil, de douleur et de fatigue. Nous avons souhaité commencer cet automne, en fait, ce projet par un cycle de 3 webinaires. Un webinaire sur le sommeil qui a été proposé en septembre, un sur la douleur en octobre, les deux étant accessibles en replay, et certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à ces webinaires. Et le webinaire d'aujourd'hui sur la fatigue qui sera lui aussi bien sûr accessible en replay dès la semaine prochaine. Au printemps 2022, le projet continuera sous la forme d'une formation de plusieurs jours en présentiel dans les locaux de l'association Tous Chercheurs à Marseille et qui combinera à la fois des interventions d'experts, des ateliers pratiques, des séances d'initiation aux thérapies complémentaires, des tables rondes et bien d'autres choses. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous tout début 2022 pour avoir plus d'informations sur la suite de ce projet, si cela vous intéresse. Alors, concernant le webinaire d'aujourd'hui sur la fatigue, il rentre lui aussi dans un deuxième projet plus global autour de des fatigues, projet initié par un regroupement d'associations de malades avec le soutien de France Asso Santé. Ce projet comprend comme événement phare l'organisation d'une journée nationale des fatigues dont la première édition aura lieu demain, dimanche 21 novembre, avec un programme très riche et varié. Et donc, nous vous invitons très vivement à vous inscrire à cette journée, c'est encore possible, bien sûr. Et le programme complet de la journée est accessible sur le site internet dédié à cette journée, dont l'adresse est journéedesfatigues.fr. La journée des fatigues, en fait, ça se veut un véritable espace d'échange d'expériences autour de la fatigue entre malades, aidants, chercheurs et médecins, et plus largement toute personne concernée directement ou indirectement par la fatigue, quelle qu'en soit l'intensité et le retentissement. Les objectifs, en fait, de cette journée sont de sensibiliser les différents publics à ce thème, de progresser enfin dans la définition de la fatigue, son évaluation, sa prise en charge, grâce à un dialogue important entre experts de la santé et médecins. Experts de la santé, médecins et puis malades, experts de leur pathologie et de la fatigue associée. L'objectif aussi est de rassembler les personnes et de plaider autour des autorités sanitaires en faveur du droit à la fatigue pour tous. Alors, juste avant de commencer ce webinaire, quelques petits détails pratiques. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'onglet questions. Alors, vous êtes nombreux, ça sera peut-être difficile de répondre à la totalité des questions, mais vous avez la possibilité de voter, ce qui va nous permettre en fait de classer les questions par ordre de priorité en fonction de l'intérêt, de la préoccupation, pour qu'on puisse au moins répondre aux questions qui importent le plus pour vous. Et enfin, vous aurez 3 sondages qu'on souhaite vous poser au cours de ce webinaire. Et vous avez un onglet sondage qui vous permet de répondre à ces 3 questions que nous vous posons. Donc, sans plus tarder, pour ne pas prendre de retard, je vais demander aux 4 intervenants de se présenter. Je demande, du coup, par exemple, au docteur Alagali de se présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis docteur Alagali, je suis interniste au CHU d'Angers et je suis intéressé par le problème de la fatigue. Merci beaucoup. Docteur Darmon. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur David Darmon, je suis professeur de médecine générale à l'université Côte d'Azur. Je dirige le département d'enseignement et de recherche en médecine générale. Et je suis aussi co-directeur avec un patient qui est directeur et co-directeur également du centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Et donc, c'est à ce titre-là que on m'a demandé d'intervenir pour donner des perspectives, que ce soit dans la formation des futurs praticiens, la vision de la médecine générale, mais également les outils qui peuvent améliorer le partenariat entre les patients et les professionnels de santé, dans le cadre de la fatigue, évidemment, notamment.
Merci beaucoup. Isabelle Fornacieri. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la vice-présidente de l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Cette association représente les malades atteints de EM-SFC. Je dis ce terme parce qu'il sera employé sans doute notamment par le docteur Galli, puisqu'on parle aussi d'encéphalomyélite myalgique, EM, SFC pour syndrome de fatigue chronique, et les deux noms sont regroupés dans la classification de l'Organisation mondiale de la santé sous syndrome de fatigue post-virale, avec une classification dans les maladies neurologiques. Je suis par ailleurs scientifique. Je travaille à l'université de Strasbourg et mes recherches actuellement portent sur les savoirs expérientiels et sur la pédagogie expérientielle, en fait sur tout ce qui est issu du vécu de l'expérience, qui est un mode d'apprentissage important, notamment pour les malades. Merci beaucoup. Et Éric Balèze. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le vice-président de l'association AFA Crohn RCH France et patient expert et touché justement par une pathologie, donc la rectocolite hémorragique. Donc, la fatigue, c'est vrai que je connais bien. Et je fais partie aussi donc du Centre d'innovation de partenariat de soins, donc le CI3P, avec David en tant que patient partenaire. Et j'avais oublié de me présenter moi, donc Marion Mathieu, je suis formatrice dans une association basée à Marseille qui s'appelle Tous Chercheurs et j'ai en charge de monter et d'animer des formations pour des patients atteints de pathologies chroniques. Alors peut-être pour commencer le webinaire, parmi les questions qui nous avaient été remontées en amont et puis qui sera vraiment au centre, je pense, de la problématique d'aujourd'hui, le problème de définition de la fatigue. Alors il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés, fatigue, asthénie, épuisement, fatigabilité. Est-ce que vous pourriez définir qu'est-ce qu'on met sous le terme de fatigue? De quoi s'agit-il? Est-ce que entre une fatigue que pourrait ressentir en fait un peu n'importe qui et un épuisement ressenti par des patients, est-ce qu'il y a un continuum? Est-ce qu'il y a des causes radicalement différentes? Comment est-ce qu'on pourrait définir la fatigue? Peut-être le docteur Galli pour commencer. En fait, la fatigue, c'est une expérience ou une plainte subjective, sans définition, si vous voulez, précise cliniquement, qu'on peut utiliser ou quantifier. Par exemple, si on regarde la définition dans le petit Robert, on va trouver que la définition, c'est un état qui résulte d'un fonctionnement excessif d'un organisme et qui se traduit par une diminution du pouvoir fonctionnel. Moi, j'aime bien la définition qui a été décrite par un chercheur qui s'appelle Horn. La fatigue est une plainte due à un déséquilibre entre ce qui doit être accompli et ce qui peut l'être. Donc, c'est un symptôme non spécifique et dans la littérature, on trouve souvent que la fatigue est conceptualisée à l'aide de dimensions opposées. Je m'explique. Fatigue aiguë versus fatigue chronique. Donc, fatigue aiguë, moins d'un mois, fatigue chronique au-delà de 6 mois, et puis entre 1 mois et 6 mois, on dit que la fatigue, elle est persistante. La fatigue aussi, elle peut être physique versus fatigue mentale. Fatigue physique, c'est la difficulté à fournir de la force pour soutenir une activité physique. Et la fatigue mentale, c'est la diminution progressive de la capacité à exécuter une tâche mentale. La fatigue, elle peut être aussi classifiée centrale versus périphérique. Centrale, s'il y a un dysfonctionnement dans le système nerveux central, comme par exemple dans la sclérose en plaques, comme ça peut être périphérique avec un dysfonctionnement du système nerveux périphérique, et on trouve ça par exemple dans les maladies musculaires. Par contre, il y a une classification assez importante, c'est la fatigue physiologique versus pathologique. La fatigue physiologique, c'est une sensation normale, aussi bien physique que psychologique, qui permet un contrôle de la fonction vitale. Par exemple, dans le cas de les fatigues physiologiques, si on a un effort physique intense, par exemple, si on travaille, on fait un surmenage ou un travail un peu important, pendant la grossesse, pendant le postpartum, pendant le syndrome prémenstruel,
conditions climatiques, décalage des horaires, sommeil insuffisant, tout ça, ce sont des exemples pour une fatigue physiologique que l'organisme utilise pour cesser son activité et normalement, la fatigue physiologique, elle est réversible après le repos. Ça s'oppose à la fatigue pathologique qui pourrait être physique comme ça peut être d'origine psychogène. Si on parle de la fatigue physique, on va donner quelques exemples. Par exemple, les infections virales, bactériennes, les néoplasies, donc les cancers, les causes neurologiques comme la sclérose en plaques, l'anémie avec manque d'oxygénation des différentes cellules, les troubles endocriniens, les maladies de système quand on trouve dans la médecine interne comme le lupus, le syndrome de Sjögren, etc. Il y a les causes digestives aussi, il y a les effets secondaires des médicaments, il y a l'insuffisance cardiaque. Donc tout ça, ce sont des exemples et des causes pour la fatigue physique. Pathologique. Il y a la fatigue psychique pathologique, donc ce qu'on rencontre dans un contexte de stress ou de dépression. Donc, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de définition claire et nette pour la fatigue. Avec l'idée de la fatigue physiologique qui est a priori une bonne fatigue, un signal d'alerte en fait de l'organisme pour arrêter et pouvoir récupérer, c'est ça? Comparé à la fatigue chronique, en fait, où là, il n'y a même pas de possibilité. Oui, la fatigue pathologique, parce que la fatigue pathologique, elle peut être, comme on avait dit, aiguë, persistante ou chronique au-delà de 6 mois, comme par exemple le syndrome de fatigue chronique ou l'encéphalomyélite myalgique. Donc, c'est difficile de donner une définition claire et nette pour la fatigue, puisqu'il y a plusieurs causes de la fatigue et plusieurs aussi physiopathologies, mécanismes physiopathologiques de la fatigue, qui seront en fonction de la cause. D'accord, merci beaucoup. Un tout petit détail pratique. Eric, il y a une question pour qu'on nous voit en grand et qu'il n'y ait peut-être plus le panneau webinaire qui soit indiqué. Je ne sais pas si ça peut être retiré ou pas. Et alors, peut-être le docteur Darmon, est-ce que vous souhaitez apporter votre regard, vous, sur ce point-là? Alors, par rapport à l'intervention de mon confrère, qui est interniste et donc qui intervient en CHU, alors le médecin généraliste, puisque c'est cette perspective que je vais donner, lui est au début de la présentation des symptômes la plupart du temps. Donc, je suis obligé un peu de faire de l'écologie, on va dire en santé, juste pour expliquer comment les choses se passent. Quand un patient ou une personne, parmi 1000 personnes qui sont exposées, on va dire un facteur de risque pour une maladie ou un symptôme, il y en a seulement 750 qui vont vraiment l'objectiver, 250 qui vont consulter un professionnel de santé et la plupart du temps un médecin généraliste. Dans ces 750 qui vont avoir un symptôme, il y en a qui vont se faire de l'auto-soin. Et donc, on voit que c'est une énorme partie, en fait, des gens qui se soignent tout seuls. Donc, d'où l'intérêt, on en parlera probablement plus tard, d'avoir une certaine autonomie pour le patient et une autonomie quelque part un peu guidée avec des repères pour pouvoir se débrouiller seul parce que parfois, l'accès aux soins est compliqué. Donc, si j'en reviens à la définition de la fatigue telle que peuvent les conceptualiser les médecins généralistes. Alors évidemment, on s'appuie sur les mêmes concepts que vient d'évoquer mon confrère. On essaie de définir cet état de fatigue. Alors, ça passe préférentiellement dans le cas de la médecine générale qui a une vision, comme beaucoup d'autres spécialités, globale, c'est-à-dire avec une approche biomédicale, psychologique et sociale. En fait, ce qu'on va essayer de voir quand on va caractériser ou essayer de définir cette fatigue, c'est si cette fatigue a un retentissement. Et c'est probablement le retentissement qui va guider l'intervention du médecin. Encore faut-il que le patient ait eu le loisir de pouvoir définir en fait ce symptôme-là. Et il faut faire attention parce que parfois des patients vont parler de fatigue, par exemple dans le cadre de l'insuffisance cardiaque ou d'un problème, on va dire, pulmonaire. En fait, un essoufflement, ils vont dire qu'ils sont fatigués à la marche. Alors qu'en fait, c'est effectivement une fatigue, mais c'est pas au sens où on l'entend dans le cadre d'un syndrome de fatigue chronique, évidemment. Mais donc,
c'est surtout en termes de retentissement qu'on va déjà prendre en compte, je pense, plus facilement en fait ce symptôme, parce que évidemment c'est une porte d'entrée pour tout un panel de maladies diverses et variées qui vont des plus bénignes aux plus complexes. Et donc dans ce cadre-là, eh ben on est amené parfois à avoir plusieurs temps en fait, hein, où le patient peut être amené à reconsulter toujours pour ce symptôme de fatigue, et le praticien à ce moment-là va déclencher des investigations, soit pour chercher effectivement une cause pathologique, on va dire, à cette fatigue-là, parce qu'a priori, une fatigue physiologique, une fois que la raison évidente a été éliminée, n'a plus lieu d'être. Donc là encore, hein, je ne donne pas de définition claire de la fatigue, comme mon confrère, mais c'est toute la difficulté justement de cette thématique. Est-ce qu'Éric ou Isabelle voulait apporter votre vision, votre témoignage, ou vous, la fatigue, comment vous la définissez? Moi, ça serait plutôt une question que j'aurais à poser au docteur Galli, au docteur Darmon. En fait, on voit bien que la communication est difficile dans les deux sens, puisque le malade arrive avec ce terme fatigue au singulier, qui est un générique, alors qu'il y a des centaines d'espèces derrière et de nuances, et que le médecin va essayer par des repères de rentrer dans sa propre classification. Est-ce que vous pensez possible, et je ne sais pas par quelle voie, que les médecins et les malades construisent ensemble d'autres mots, ou qu'en fait les médecins rendent lisible leur vocabulaire? Parce que quand on consulte pour fatigue, quand elle est importante, souvent on ressort avec un arrêt de travail pour asthénie. Mais le médecin ne vous a jamais dit ce terme asthénie. Et on passe un peu pour des malades un peu trop savants si on vient vers un médecin, enfin certains, en disant je crois que je souffre d'asthénie. Voilà, est-ce qu'on peut co-construire? Épuisement, par exemple. Épuisement, on sait qu'on est à l'extrême. Le problème que décrivent les malades dans l'épuisement, c'est pas tant qu'ils ressentent une fatigue intense, harassante, c'est qu'ils ne peuvent pas en récupérer. Donc, on a quand même un élément de définition entre les fatigues, donc on peut récupérer ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est une piste ou c'est pas une bonne idée d'avancer au moins dans le vocabulaire, ou alors c'est une utopie complète? En fait, il y a un problème au niveau encore une fois, au niveau de la définition et au niveau de l'expression de cette fatigue. La fatigue peut être aussi décrite comme asthénie. L'asthénie, ils disent que l'asthénie, c'est une fatigue plutôt pathologique. Ça peut être aussi décrite comme apathie, comme lassitude et comme tu dis, un épuisement ou un manque d'énergie. C'est difficile, pareil, ce sont des synonymes. Quelquefois, l'épuisement, c'est une fatigue extrême qui est difficile à récupérer. Par contre, il y a aussi un problème qu'il faut distinguer la sensation de fatigue de la somnolence, par exemple. Il y a une différence entre somnolence et sensation de fatigue. Il y a une différence aussi entre manque d'envie ou manque de motivation et fatigue. Donc ça aussi, c'est important de le préciser pendant la consultation, soit au niveau des médecins généralistes qui sont les premiers à être affrontés à ce problème, mais aussi aux autres spécialistes. Si je peux intervenir, alors je ne sais pas si Eric a pu intégrer ou pas encore la diapo, mais globalement, pour vous, donc c'est pas grave, je vais faire de toute façon vous le dire maintenant. Évidemment que c'est une bonne idée. Et je dirais même plus que c'est une nécessité que de tenir compte des maux des patients. En fait, sans les maux des patients, on ne peut rien faire. Après, le caractère subjectif qui a été relevé aussi par mon collègue, j'allais dire, une des problématiques qu'on peut avoir en médecine, c'est d'essayer de faire rentrer les symptômes des patients dans des cases préétablies que l'on connaît. Parce que c'est comme ça que derrière, on peut plus facilement déclencher un soin
qui est protocolisé, qui a pu bénéficier d'une évaluation. Mais je peux vous dire en tant que médecin généraliste que c'est toute la problématique du soin en général, c'est-à-dire qu'en fait, on a des études qui sont faites sur des patients très standardisés et qui permettent de donner des statistiques et puis tout le monde est content. Mais la réalité du soin individuel est tout autre, avec des patients qui rarement cochent toutes les cases toutes les cases on va dire du tableau typique qu'on peut nous enseigner à la faculté. Alors justement, là, merci Eric d'avoir mis cette diapositive. Donc nous, on travaille au niveau du centre d'innovation, du partenariat avec les patients et le public, le CI3P. Et donc l'objectif que l'on a dans ce centre, c'est de mobiliser les patients dans le cadre de l'enseignement, de la recherche et dans les milieux de soins. Donc là, peut-être ce qui nous intéresse un peu plus, c'est Madame Fornacieri, c'est l'aspect peut-être participation à la recherche. Donc, participation à la recherche sur la fatigue. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on essaie de tendre vers un changement de modèle au niveau du soin qui fait que la prise en compte des mots et des savoirs expérientiels des patients est maintenant quelque chose qui est pas un gadget, qui est pas quelque chose à la mode, mais c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire et une condition en fait du soin. On est passé d'un modèle, comme vous le voyez là, alors, je sais pas si on voit je pense pas qu'on voit ma souris, Ben, au niveau d'un modèle qui était tourné vers le patient, on va dire plutôt un modèle paternaliste où le patient était un peu exclu de la décision médicale, où on faisait les choses pour lui, mais sans lui. Après, on s'est mis, et puis c'était surtout un modèle qui était plutôt tourné vers qui était centré maladie, où justement, en fait, ces définitions, elles étaient de maladie étaient particulièrement importantes. C'est-à-dire que si vous cochiez pas en fait les cases du tableau typique, ben, en fait, vous aviez pas cette maladie, vous aviez autre chose. Et puis, selon les spécialistes que vous pouviez consulter, ben, c'était leur affaire ou ça ne l'était pas. Après, on s'est tourné vers un modèle qui était plus centré patient. Donc, on a décalé, on est parti du centré sur la maladie à centré sur la personne. Mais pareil, quoi, on faisait des choses sur la personne en prenant en charge, on va dire, globalement, et c'était vraiment le terme, prendre en charge, sur différents aspects, même psychologiques ou, on va dire, social, mais sans faire participer le patient. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre du partenariat patient, c'est qu'en fait, faire en sorte que le patient fasse partie de l'équipe médicale. Et là, sur ce symptôme de fatigue, c'est un enjeu majeur puisque les professionnels actuellement n'ont pas toutes les armes pour pouvoir qualifier en fait les symptômes des patients parce que en fait c'est un symptôme subjectif. Donc si vous ne faites pas participer le patient à la décision, en fait vous n'aurez jamais atteint l'objectif qui est là de lui enlever cette fatigue, en tout cas de lui permettre de vivre mieux avec cette fatigue. Donc c'est là où en fait le patient doit faire partie de l'équipe et on doit pouvoir transmettre en fait ses savoirs expérientiels. Je pense à faire de la recherche qualitative, par exemple. On va faire des interviews de patients, on va recueillir leurs mots, on va essayer d'aller un peu plus loin justement dans la qualification de ces symptômes. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont pu être faites, mais le problème, c'est que la fatigue, c'est un symptôme transversal qui s'inclut dans beaucoup de maladies. Et souvent, il y a des échelles de fatigue, mais qui sont en fait, qui s'appuient en fait sur une maladie index. On va qualifier la fatigue dans le cancer. On va qualifier la fatigue dans l'insuffisance cardiaque, avec des échelles qui sont différentes. Mais au final, c'est quand même le symptôme qui est une préoccupation du patient, et c'est pas toujours non plus l'objectif de résolution que l'on a dans les recherches cliniques. Voilà. Désolé, j'ai été un petit peu long, mais on pourra revenir là-dessus plus tard s'il y a des questions. Merci. Et alors juste, pardon, excusez-moi. Alors, comment parler en fait comment parler au médecin de sa fatigue? Je pense encore une fois qu'il faut parler du retentissement que ça procure. Ce que disait mon collègue, hein, quand en fait un patient il est capable de dire qu'en fait il est juste essoufflé et qu'il n'a pas d'épuisement, il est capable de le qualifier. En fait, ça passe peut-être par un questionnaire qui permet aussi de guider le patient parce que le patient n'a pas toujours les mots qu'il faut. Je vais vous dire un truc tout bête, hein. Un patient par exemple qui vient vous dire j'ai mal au cœur. Ça peut dire j'ai une douleur thoracique, je suis en train de faire un infarctus. Ça peut vouloir dire aussi j'ai la nausée, j'ai envie de vomir. Donc ces mots
Si en plus on y ajoute des dimensions culturelles, ils peuvent prendre des teneurs tellement différentes qu'on est obligé d'avoir des outils pour aider les patients à formuler en fait leurs symptômes et leurs plaintes. Et ça, alors ça, on discutera juste après des outils d'évaluation parce que c'est vraiment un point qui est critique dans le champ de la fatigue. Peut-être juste avant, Eric, ton témoignage. Oui, alors moi, en fait, là où je voudrais témoigner, c'est effectivement, il m'a fallu, par exemple, 30 ans pour comprendre, en fait, cette différence entre la fatigue physique et la fatigue morale. C'est simplement une expérience, effectivement. Bon, on préparait de faire l'ascension du Mont Blanc. 3 mois avant, je fais, en fait, encore un cancer, donc hospitalisé, opéré. Et puis, c'est vrai que les collègues me disent, Eric, il faudrait qu'on reprenne les entraînements. Et sincèrement, hein, je pensais être fatigué physiquement, quoi. Je dis, mais les gars, je suis fatigué. Et puis finalement, j'avais l'impression de mettre en péril un peu l'aventure qu'on préparait depuis 2 ans quand même. Et donc, je lui dis, écoutez, j'y vais et puis je m'arrêterai là où je m'arrêterai, quoi. Et finalement, j'ai fait, je me rappelle, c'était le Mont-Gélas, j'ai fait un 3002 et je ne me suis jamais senti aussi bien, quoi. Et c'est là, en fait, c'est vrai que moi, je n'ai jamais rempli de questionnaire. Donc, est-ce que, justement, déjà d'essayer de déterminer si c'est cette fatigue physique, cette fatigue morale, parce qu'effectivement, finalement, j'ai fait quand même un 3002. Donc, la fatigue physique, elle n'était pas là, mais j'avais l'impression que c'était une fatigue physique, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses, pour moi, qui seraient peut-être intéressantes d'aller justement voir. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est au sein de notre association, on est en train de voir justement pour remettre les malades dans une activité physique. Parce qu'on sait que c'est bon, une activité physique pour tout, on va dire. Donc, c'est comment les sensibiliser, leur montrer aussi qu'effectivement, il y a cette fatigue morale. Est-ce qu'elle peut être quantifiée? Est-ce que c'est différents questionnaires, justement? Donc, ça, on le verra peut-être avec les outils. Mais peut-être, effectivement, qu'il manque des outils, avoir plusieurs outils, parce que je pense qu'un outil, c'est peut-être pas suffisant. Donc, voilà, c'était surtout, en tout cas, sur le Crohn et la RCH, c'est vrai qu'on a souvent des fatigues dues au traitement. Moi, je vois, par exemple, on a aussi... les bruits de la toile, c'est un petit logiciel qu'on a fait. On a crawlé en fait 30 ans de forums en fait de malades. Et puis quand on tape fatigue, qu'est-ce qui ressort en premier? C'est les traitements. Donc on a l'impression quand même que quand même on a 30 000, je veux dire, on a 30 ans de forums, donc c'est quand même des milliers de lignes. Mais ils attribuent quand même aussi cette fatigue à des traitements. Donc à voir, est-ce que ce sont les effets secondaires de ces nouveaux traitements aussi, donc des biothérapies. Donc effectivement, c'est un sujet complexe en tout cas. Oui, parce que là, du coup, il y a plusieurs personnes qui soulèvent la problématique plus spécifique des pathologies Mickey, parce que vous êtes plusieurs, en fait, à être présents, connectés aujourd'hui et concernés par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et il y avait aussi des questions sur alors cette fatigue soit liée au traitement, soit des personnes qui sont dans des périodes de rémission où là, au niveau marqueur, en fait, de l'inflammation ou de la pathologie, c'est plutôt au feu vert, et c'est des périodes où il va y avoir une fatigue importante. Est-ce qu'on comprend un petit peu ça ou pas alors, soit le docteur Galli ou le docteur Darmon, et après on parlera de l'évaluation parce que c'était un point qui était important. Peut-être juste sur cette partie-là. Oui, je peux intervenir si vous voulez. Au niveau des maladies inflammatoires chroniques des intestins, il faut savoir que c'est comme n'importe quelle pathologie, la fatigue elle est multifactorielle. Il y a pas mal de mécanismes qui rentrent en jeu. Dans cette maladie particulière, ou dans ces maladies particulières, il y a l'inflammation. L'inflammation qui est responsable d'une fatigue. Il y a la douleur aussi qui donne aussi une fatigue. Il y a l'anémie secondaire, par exemple, ou bien à un problème nutritionnel, problème d'absorption ou au saignement. Cette anémie aussi donne une fatigue. Quand on a une diarrhée ou une perte d'appétit, pareil, c'est la même chose. Il y a aussi le stress émotionnel ou l'impact de la fatigue sur la vie quotidienne, la vie professionnelle, etc. Ça aussi, ça va participer à la sensation de la fatigue. Il y a les médicaments avec leurs effets secondaires. Il y a les troubles du sommeil aussi, qui accentuent la sensation de la fatigue. Quelques causes ou quelques facteurs aussi ont été décrits dans cette maladie, comme par exemple, il y a des aliments qui peuvent accentuer la fatigue, l'alcool, surpoids ou perte de poids. Il y a aussi les comorbidités. Il faut tenir compte que le patient qui a par exemple un Crohn ou une rectocolite hémorragique, peut-être il y aura une autre maladie ou une autre chose qui participe à sa fatigue. Par contre, on ne connaît pas tous les mécanismes parce que quelquefois, le patient décrit qu'il est en rémission et il sent toujours une fatigue. On ne sait pas pourquoi, mais quelquefois,
on dit que le patient est en rémission, mais l'inflammation persiste. Ça veut dire rémission, il ne saignait plus, par exemple. Il n'a plus de douleur, par exemple. Mais l'inflammation, elle est toujours là. Donc, il y a ce problème d'inflammation avec les substances comme les cytokines, etc., la sérotonine, tout ça peut expliquer que la fatigue persiste malgré la sensation d'une rémission. Mais par contre, on ne connaît pas très bien le mécanisme pourquoi il y a des patients qui sont en rémission et qui sont toujours une fatigue. Ça, c'est important de partir sur le principe que la fatigue est multifactorielle. Merci beaucoup du coup pour cet éclair. Alors du coup, si on parle d'évaluation, effectivement, dans l'enquête qui sera présentée pendant la journée de demain, en fait, est ressorti, il y a plus de 5000 personnes qui ont participé à cette enquête. En fait, on demandait si au cours de consultations avec des professionnels de santé, leur fatigue avait été évaluée et chez 82% des personnes, donc la très grande majorité, ils n'ont jamais en fait eu d'évaluation de leur fatigue. Donc, est-ce qu'il y a des questionnaires qui existent du même type que les questionnaires pour évaluer la douleur et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi peu utilisés? Donc, je crois que le docteur Ghali, alors désolé encore vous utilisez des questionnaires pour évaluer cette fatigue et puis peut-être le docteur Darmon après pour dire justement pourquoi est-ce que c'est compliqué et puis si vous ne les utilisez pas, pourquoi en fait? En fait, il y a des échelles qui sont spécifiques pour des maladies et il y a des échelles on peut l'utiliser sur la population générale. Et je parle des échelles qui évaluent la fatigue. Par contre, il y a des échelles qui évaluent la fatigue, il y a des échelles qui évaluent le retentissement de la fatigue, tant sur le plan physique, cognitif et psychosocial. Et puis, il y a aussi des échelles qui évaluent les autres facteurs qui participent à cette fatigue. Par exemple, la douleur. Il faut aussi, dans ce cas-là, voir si le patient a des douleurs ou non. Et il y a des échelles qui sont spécifiques à la douleur. Troubles du sommeil, pareil. On a des échelles qui évaluent les troubles du sommeil. L'anxiété et la dépression, pareil. L'intolérance orthostatique, pareil. Donc, vous voyez, au niveau de les échelles de la fatigue, il y a la fatigue physique et la fatigue cognitive. Il faut les évaluer, ces deux items, et c'est important. Et des échelles sont là. Il y a l'impact, comme on avait dit, de la fatigue, et il y a pas mal d'échelles. Le problème, pourquoi on ne les utilise pas, ou pas assez? Pour moi, la réponse, c'est peut-être le temps de la réalisation de ces échelles, mais ce sont des auto-questionnaires. Ça veut dire qu'on peut donner ça au patient. Dans la salle d'attente, il peut remplir les questionnaires. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, le problème majeur, ce sont des questionnaires, dans la plupart des cas, ce sont des questionnaires en langue anglaise. Et il faut les valider en langue française. Et il y a un processus spécifique, scientifique. Mon collègue, bien sûr, il connaît ça. Il faut valider des études, c'est pas traduire. Il faut traduire de l'anglais en français, et ensuite de français en anglais, et comparer les deux. Donc, ça prend du temps, et ça rentre dans le cadre de la recherche. Et puis, dernier point, malheureusement, au niveau de l'enseignement, je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas bien enseigné. Alors ça, on en parlera effectivement, le point de la formation des médecins qui est compliqué. Mais effectivement, du coup, des pistes, essayer donc de donner ce questionnaire en amont qui pourrait être une solution et surtout de travailler pour avoir des questionnaires validés et accessibles en français. Isabelle Fornacieri, vous vouliez peut-être intervenir? Oui, je voulais, par rapport au partenariat patient, donner un retour sur un travail qu'on a soutenu, la SFC et l'AFA. Donc, en fait, le constat qu'on a, nous, les malades de MSFC, on a la chance, puisqu'on est suivi par des internistes ou d'autres médecins hospitaliers, d'avoir une évaluation. Ce qu'on constate, c'est que quand on est dans des états très sévères, ça plafonne. En fait, ces échelles, elles ont été faites soit sur la population générale, comme l'échelle de Schalder, et en fait, on est toujours dans les scores extrêmes. Donc, en fait, comme l'épuisement dans le MSFC, dans d'autres pathologies, il est inconstant d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, bien sûr, mais pour la même personne, il varie beaucoup.
et on a le phénomène de l'aggravation post-effort, malaise post-effort. Donc, c'était assez peu adapté. On a donc, elle sera présentée demain aux patients. Il y a des collègues en pluridisciplinaire, c'est le professeur Banovic à l'Université de Rouen-Normandie, avec des collègues spécialistes de la mise au point des échelles, de la psychométrie, des collègues aussi qui travaillent en sciences et activités sportives, des collègues qui travaillent en psychologie cognitive, qui ont mené un travail, bon, ça fait 3 ans qu'ils sont au travail déjà, en partant du verbatim, ce qu'on appelle le verbatim des patients. Ils sont allés interroger par des entretiens et ensuite des focus group, donc des malades qu'on rassemble pour affiner le vocabulaire, des malades de Crohn, des malades EMSFC et des non-malades. Et ils sont partis de la description des éprouvés par la fatigue, de ce vocabulaire expérientiel, pour un très long travail d'établir d'une échelle. Ils en sont maintenant à des tests de sensibilité, parce que c'est très complexe, comme voilà, le docteur Galli l'a dit, de mettre au point l'échelle. Il va falloir maintenant la tester, la tester par rapport à d'autres échelles existantes déjà validées. Avec un peu de chance, on aura bientôt une échelle française qui est une échelle d'auto-évaluation. Donc, ça, première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je pense que nous, malades, on peut aussi avoir nos propres indicateurs, même s'ils ne sont pas des données probantes et que l'on n'est pas sur le statistique. Personnellement, nous, dans le pacing, la gestion de l'énergie et les stratégies, on a proposé ce qu'on appelle l'activité de référence. Alors, on dit aux malades, voilà, pour vous, il y a une activité extrêmement sensible à votre fatigue dans toutes ses dimensions. Et pour vous, vous savez que quand vous êtes au mieux avec votre maladie, vous pouvez faire tout à fait cela. Quand vous êtes au plus bas, vous ne pouvez rien faire. Par exemple, préparer le repas de midi. Donc, préparer le repas de midi, certains malades en état moyen, on va dire modéré, disent quand ils sont au mieux de leur forme avec leur maladie, ils peuvent éplucher, cuire, se préparer le repas, le manger à table assis. Quand ils sont au plus bas, ils ne peuvent rien faire de ça et à la limite, ils mangent qu'une compote. Ils peuvent même pas se réchauffer un plat dans le micro-ondes parce qu'il faut aller dans la cuisine, il faut faire un certain nombre de pas. En revanche, ils peuvent prendre une compote dans le réfrigérateur et manger compote. Donc, on a entre je cuisine, voilà. Et quand on connaît ça, on sait que dans les jours, on peut soi-même étalonner et expliquer au médecin, voilà, je ne peux même pas me chauffer quelque chose au micro-ondes, je suis au stade compote. Et ensuite, si on progresse, mettons que les malades, et on leur souhaite, arrivent à un palier où ils sont mieux, et ben, ils peuvent ajouter dans ce qu'ils peuvent faire au mieux, je peux cuisiner, je peux faire une recette, c'est-à-dire je rajoute en plus de me préparer le simple repas, cuisiner, éplucher, etc., chauffer, je peux soit aller faire les courses, aller acheter avant, soit cuisiner, et le maximum, on va dire en rémission, c'est je peux inviter quelqu'un à faire un repas de A à Z. Alors là, c'est ce qu'on ne peut généralement pas atteindre dans la maladie. Et ça n'est pas… Alors pour le médecin, lui, il n'a pas de repère, mais si en médecine générale, il connaît son patient, il comprend, je pense, ce langage. Alors, on vient de perdre, parce que j'allais passer la main au docteur Darmon qui vient de disparaître, qui va réapparaître. Voilà. J'ai eu un petit souci de connexion, désolé. Du coup, on vous tendait la main justement en disant oui. que c'est quelque chose, justement, parce que ce médecin, le médecin traitant, en fait, il a vraiment un statut particulier d'être le médecin qui connaît quand même vraiment bien son patient, en fait. Donc, ça, c'est certain. Alors, c'est ce que j'allais dire, hein, en repartant des échelles jusqu'à la position peut-être du médecin généraliste, c'est que évidemment que le médecin généraliste qui connaît son patient depuis longtemps, le jour où il le voit fatigué, des fois, il n'a même pas besoin d'entendre ce qu'a lui dire le patient, il le sait d'emblée, quoi. Il voit comment il se déplace par rapport à l'habitude. Donc, ça, c'était l'avantage, on va dire, du médecin traitant qui suit son patient régulièrement et qui va détecter que tout de suite, il y a quelque chose et qui va prendre en compte très sérieusement après ce que va lui dire son patient de ce point de vue-là. Mais je voulais revenir à l'histoire des échelles. Alors,
du point de vue de la médecine générale, encore une fois, parce que donc on se dit qu'on est soit sur un patient qui a une maladie chronique qu'on connaît et puis qui a une fatigue, et bon là, elle est facile à déterminer parce qu'il y a une rupture, on va dire, par rapport à un état précédent. Et puis il y a le patient qu'on ne connaît pas et qui vient et qui consulte pour fatigue dont on ne connaissait pas l'état antérieurement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir par argument de fréquence, évidemment. Alors, toutes les échelles qui ont pu être exprimées tout à l'heure et qui sont sur des maladies index, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand je suis devant quelqu'un qui me semble avoir une fatigue psychique et que je lui fais un questionnaire d'Hamilton pour essayer de déterminer, en fait, s'il a vraiment une dépression, il y a des aspects relatifs à la fatigue qui sont dans cette échelle-là. Et donc, en fait, selon l'approche qu'on a, qui est une approche par argument de fréquence, hein, par rapport à ce qu'on diagnostique le plus souvent dans nos cabinets de médecine générale, bah, on va en fait distiller cette évaluation de la fatigue au travers de plusieurs épisodes où on va essayer de confirmer ou d'infirmer une hypothèse fréquente pour cette fatigue-là. Et c'est vrai que c'est une approche qui est plus maladie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ces évaluations d'échelle, elles ont un intérêt pour voir si la fatigue augmente ou s'améliore. Mais c'est surtout pour savoir qu'est-ce qu'on va faire derrière. Et je vais vous dire, quelqu'un même qui me dit qui a une fatigue pas très importante, je vais quand même lui donner les mêmes conseils que je donnerais aussi à quelqu'un, enfin, peut-être pas tous les mêmes conseils, mais en tout cas, je vais lui donner des conseils de base qui sont les mêmes que je donne à quelqu'un qui est très fatigué, dont on parlera tout à l'heure. Mais dans le panel, en fait, des réponses et des solutions qu'on peut trouver pour améliorer cet état de fatigue, il y a quand même beaucoup de choses qui sont données à tout le monde au final. Donc, je comprends qu'on ait besoin de définir tout ça et je pense que la démarche qui est faite en recherche avec l'implication des patients, elle est nécessaire évidemment pour pouvoir aller sur des protocoles et de la recherche clinique là-dessus pour essayer d'affiner les choses. Après, en pratique courante au quotidien, il faut modérer en fait cette histoire d'échelle, je pense, parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire pour le patient, pour l'améliorer dans sa qualité de vie et dans ce qu'il fait. Alors, nous, l'échelle principale qu'on utilise au début, c'est effectivement une échelle qui est qu'est-ce que vous faites pas, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire que vous faisiez avant, ce qui se rapproche à peu près de l'histoire de l'activité de référence quelque part. Tu sais, il y a des choses que je peux plus faire. Et si c'est des choses qui sont de nature à l'isoler socialement, etc., ben il est urgent d'agir, par exemple. Peut-être pour terminer sur cet aspect, Eric, je vois que tu lèves la main, mais pour améliorer justement ce dialogue, cet échange qui est essentiel en fait avec les professionnels de santé pour mieux se comprendre et avoir des meilleures pistes d'amélioration des solutions proposées, qu'on va discuter pendant bien 35 minutes, hein, vous inquiétez pas. Tu peux peut-être parler de l'expérience de Théâtre Forum que vous avez mis en place au sein de l'AFA et qui a été justement testée hier pour améliorer justement ces échanges, cette compréhension, cette discussion entre soignants et patients. Eric, tu veux le présenter ou Isabelle, à vous de voir? Bah, Isabelle, vas-y, moi je rentre. Je dirais le sujet hier, c'était beaucoup, et ça, je me fais le porte-parole de beaucoup de patients, c'est « mais oui, on ne me croit pas ». Donc, l'impression que le médecin ne vous croit pas parce que, alors, je ne sais pas, c'est pareil dans d'autres pathologies, mais dans le MSFC, on n'a absolument pas l'air épuisé. On a bonne mine, voilà, et moi, je ne crois pas que mon médecin traitant détecte quoi que ce soit quand je rentre dans son cabinet. Et alors, la question, c'est oui, je ne crois pas à quel point, parce que vous êtes venu jusque-là, parce que c'est un handicap invisible. Alors, hier, on a beaucoup discuté de ça. On a joué une scénette, donc dans le Théâtre Forum, où les deux comédiennes ont joué une scénette d'un médecin qui était très bienveillant, mais qui allait sur le terrain psychologique en disant on pourrait un peu vous secouer et qui ne montrait pas vraiment une alliance thérapeutique, et d'une patiente qui était complètement en attente d'une vraie alliance thérapeutique et d'être rassurée en disant on ne sait pas ce que vous avez aujourd'hui, vos examens n'ont rien donné, mais je crois que vous êtes épuisé et on va cheminer ensemble. Et donc on a rejoué la scénette avec une personne qui a pris la place du médecin, et ce qui a été dit, aux patients aussi, c'est déjà affirmez-vous face à votre médecin et demandez à un partenariat, demandez à votre médecin, je souhaite, ok, je vois que vous avez
vous allez aller sur la technique, l'analyse pour essayer de me donner une solution, mais je souhaite aussi qu'on fasse un partenariat. J'ai besoin de vous à mes côtés sur le long terme. J'ai besoin que vous me le disiez au-delà de faire de la médecine en allant voilà, me trouver des cases où on peut mettre et me proposer des solutions. Et ça, tous les participants se sont énormément retrouvés dans cette difficulté. Alors bien sûr, patient, on a notre part à jouer, c'est-à-dire qu'on peut aussi exprimer les choses mieux. C'était le but du Théâtre Forum, mais ça semble très difficile. Les malades ne se sentent pas écoutés. Eric, tu veux rebondir? Oui, bah, c'est surtout effectivement quand on a enlevé la partie en fait physiologique, bah, c'est vrai que je pense que souvent les médecins bottent un petit peu en touche, c'est-à-dire bah, soit c'est psychologique, soit c'est dans la tête. Donc c'est vrai que bah, on se trouve avec rien pour essayer d'avancer. Et je trouve que simplement il y a des petites choses, je pense, qui pourraient être mises en place. C'est simplement, alors on parle de thérapie complémentaire, hein, ce qu'on appelle la sophrologie, le yoga, la méditation pleine conscience. C'est au moins donner un outil aussi pour le malade qui reparte avec quelque chose. En plus, on sait que, de toute façon, et c'est pour ça qu'on appelle ça bien thérapie complémentaire, en tout cas, nous, à la fin, on appelle ça comme ça, c'est pas à la place d'eux, c'est en complément d'eux. Et justement, déjà qu'il parte avec un outil, bah, il va pouvoir essayer. Il faut savoir que moi, par exemple, il a fallu 30 ans pour que je trouve la thérapie qui me convienne. Parce que, bah oui, il faut les essayer. Et finalement, moi, j'ai vu que c'était la méditation pleine conscience qui me faisait un meilleur effet, parce que c'est vrai que je dormais extrêmement mal. Donc, bah, effectivement, ça m'a aidé, en tout cas, dans le sommeil, à pallier donc, à ce problème-là. Et je pense qu'il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas le botter en touche, parce que souvent, moi, c'est ce que je disais, j'en parlais par exemple à mon médecin, qui dit « Oh là là, n'allez surtout pas là-dedans ». Qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Internet, je regardais tout ce qui pouvait exister. Et sincèrement, dans mes 40 ans de maladie, je peux vous dire que j'ai essayé un maximum de choses et même des trucs, effectivement, où j'aurais pas dû essayer. Mais justement, il faut pouvoir le cadrer peut-être par un médecin qui nous oriente au moins sur ce genre de thérapie qui va être vraiment complémentaire et qui ne nous fera que du bien. Donc déjà, pour pouvoir avoir ces outils-là pour pallier à… Alors, je n'ai pas dit que ça allait pouvoir pallier à toute fatigue. Et puis là, je regardais le chat tout à l'heure. Attention, quand je parlais justement du Mont Blanc, moi, je parle pour notre pathologie parce qu'on sait que dans les Mickey, si vous voulez, il y a 50% de malades qui sont en dépression. Pourquoi? Parce que c'est une maladie chronique, parce que vous allez 20 fois, 30 fois à la selle. Donc, c'est vraiment le yo-yo et vous fatiguez psychologiquement. Donc, effectivement, ce n'est pas comparable à des fatigues, justement, comme la fibromyalgie. C'est pour ça que, d'ailleurs, qu'on fait ces journées des fatigues, c'est qu'il y a vraiment un maximum de fatigue et chacun doit se retrouver par rapport à ça. Isabelle, vous aviez parlé de pacing. Alors, je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pourriez définir, et vous, quel outil, du coup, vous pouvez utiliser dans le cadre de la pathologie qui vous concerne? Oui, pacing. Alors, nous sommes un peu l'exception qui confirme la règle. Dans le syndrome post-viral, les syndromes post-viraux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le malaise post-effort, donc une inflammation liée à un dysfonctionnement immunitaire qui est renforcé au moindre effort, de façon plus ou moins marquée chez les malades, mais elle existe chez tous, ce qui fait qu'on est aggravé la plupart par les programmes classiques de réentraînement, voire même par l'activité physique adaptée, parce que quand le malade il ne peut pas faire 50 pas dans sa cuisine, vous comprenez bien qu'on ne peut pas adapter un programme d'activité physique pour lui. Donc, en fait, le pacing, ça consiste à se dire, je pars le matin avec un capital énergétique très réduit, j'ai les batteries seulement remplies à 10, 20, 30%. Comment je fais ma journée, ma semaine, ma vie avec cette enveloppe énergétique réduite sans la dépasser? Parce que si je la dépasse, je vais le payer extrêmement cher et je ne vais pas le savoir tout de suite parce que ce malaise post-effort, il est différé. Alors, le pacing, en fait, ça vient des savoirs des patients. Dans les données probantes de la littérature, il n'est pas considéré comme pouvant résoudre, bien sûr, la problématique de l'EMSFC, mais il est plébiscité par les patients. Pourquoi? Parce que c'est un auto-soin, ils peuvent le faire eux-mêmes, qu'ils ont le contrôle et qui n'aggrave jamais. Il n'y a aucun risque avec le pacing. Ça vient du milieu du sport. En fait, c'est rythmer sa journée. Donc, on a une enveloppe d'énergie. On évalue une énergie, une activité coûteuse. Par exemple, pour les malades qui nous suivent ce matin, suivre un webinaire, c'est une activité en rouge, extrêmement coûteuse. Donc, ils doivent, avant,
s'être reposé, si possible en s'isolant, sans stimulation sensorielle avant de suivre le webinaire, et prévoir du repos après, surtout ne pas avoir de sortie aujourd'hui, ne pas de rendez-vous demain, etc. Et ils pourront probablement pas venir à la journée des fatigues demain. Donc, on apprend à fractionner, à alterner les activités physiques, mentales, à faire du repos qu'on appelle agressif entre nous, c'est-à-dire consommation d'énergie minimale. Donc, pour nous, le repos, et dans le pacing, le repos total, ça n'est pas recharger ses batteries, c'est éviter toute perte d'énergie. Donc, par exemple, si à midi, après votre repas, vous savez que vous êtes dans le rouge parce qu'il y a des signes physiques, du brouillard mental, des douleurs extrêmes, des signes de malaise post-effort, et bien vous êtes allongé l'après-midi, sans stimulation, sans téléphone, sans quoi que ce soit, pas forcément à dormir, et vous n'allez pas récupérer, mais vous allez éviter de passer encore plus dans le rouge vif et de risquer d'être vraiment, de vous aggraver ou d'être allongé plusieurs jours. Voilà, donc on a édité ce petit guide qui a été fait sur la base des malades qui pratiquent le pacing. Et on a choisi les activités qui nous semblaient les plus parlantes, qu'on a validées entre malades, et puis on les a présentées de façon la plus pédagogique possible. Donc, vous avez par exemple la boussole de l'énergie qu'on conseille à tous les épuisés, fatigués. C'est intéressant de la montrer, peut-être Isabelle, parce que ça permet aussi de communiquer avec, les autres personnes de votre famille, par exemple, ce qui permet de bien. Voilà. Donc voilà, alors là, nous avions avant, voilà, j'apprends à classer les activités repos qui me ressourcent, lesquelles sont, attention aux faux amis, écoute, la lecture, la musique, télévision, voire un bain, un bain ou un massage chez un kiné, ça peut être extrêmement énergivore et mettre en malaise post-effort quelqu'un. Et puis, ce qui est vraiment créer de la fatigue, on les identifie, mais chacun, on a nos listes différentes. Et ensuite, une boussole, voilà, les zones. Donc, 1 heure après le petit déjeuner, bon, le matin, l'évaluation n'est pas la meilleure forcément au réveil. Mais dès on s'est un peu levé, activé, dans quelle zone on est? Zone de confort, soleil, zone, attention les nuages, inconfort dans l'orange, danger et crash. Et si on la met sur son réfrigérateur, on peut, sans avoir à faire de longs discours le matin, dire à son conjoint, ses enfants, montrer voilà où je suis aujourd'hui. Ça veut dire peut-être si je reste dans cet état toute la journée et que je gère bien mon enveloppe d'énergie, peut-être que je pourrais voilà, regarder voilà, quelque chose à la télévision, un quart d'heure avec toi cet après-midi. Et on le réajuste au fil de la journée. Et parfois, on peut être dans le vert à 9 heures et on ne sait pas pourquoi, sans avoir fait quoi que ce soit de trop énergivore. On est en zone de danger à 10 heures du matin. On n'a plus rien dans le réservoir d'essence. Et à ce moment-là, bah, ça veut dire je m'isole, ne me demandez rien. Et on met en place, alors de la délégation, on a après une petite liste sur, voilà, je gère comment les verbes clés du pacing, j'ajuste, je me rends compte par exemple, combien de temps je peux passer l'aspirateur si je n'ai pas d'aide. Donc, je passe l'aspirateur 3 minutes je n'ai pas de signe énorme d'aggravation de symptômes. Bon, le lendemain ou 3 jours après ou la semaine après, selon dans quel état on est, je passe 5 minutes, ça a l'air de passer. Et là, à 10 minutes, non, à la 10 minutes, je me sens défaillir, je disjoncle complètement. Donc, je vais dire que je fixe à 5 minutes maximum l'activité passer l'aspirateur 1 fois par semaine et je l'inclus dans mon agenda. Voilà des exemples. Donc, c'est vraiment limiter les pertes d'énergie et réajuster sans cesse. Ça veut dire aussi dire non. Enfin, dans le pacing, il y a apprendre à dire non, apprendre ses priorités. Et dire non, ce n'est pas aussi dans je ferai plus tard. C'est non, ça, je ne fais pas. Et on prône le faire rien. Rien, c'est une activité en soi pour les épuiser. Ça n'est pas du négatif. Ça se planifie.
Merci beaucoup Isabelle pour cette explication très claire. Au niveau pistes, outils, en tant que professionnel de santé, le docteur Galli et le docteur Darmon, qu'est-ce que vous pouvez proposer selon... Alors on a parlé d'activité physique, du coup on a vu que là dans le cadre du syndrome de fatigue chronique, c'est pas du tout adapté, mais est-ce que c'est une des pistes que vous priorisez? Qu'est-ce que vous proposez en fait aux patients? Les thérapies complémentaires, donc, qui sont visiblement pas forcément proposées. C'est intéressant d'avoir vos points de vue. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Simplement, je voudrais rajouter un petit mot sur le pacing qui a été très bien expliqué par Isabelle. Le pacing ou l'adaptation du rythme de la vie quotidienne et de l'adapter en fonction de l'enveloppe énergétique a montré son bénéfice aussi. Ce n'est pas que sur la fatigue. Il a montré son bénéfice et son intérêt au niveau de l'ensemble du tableau clinique que le patient présente dans le MSFC. Il améliore la douleur, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, etc. Et ça aussi a été démontré dans le syndrome post-viral et en l'occurrence le post-Covid ou le Covid long. Le pacing, quand on l'applique chez les patients qui ont le post-Covid, ça améliore l'ensemble du tableau clinique. J'ai des patients qui présentaient une dysphagie, donc problème de déglutition en lien avec le post-Covid, et en appliquant le pacing, ce symptôme s'est amélioré, comme l'intolérance orthostatique, comme le syndrome de tachycardie posturale orthostatique, on voit donc la dysautonomie dans le syndrome post-viral ou dans le syndrome post-Covid. Donc, c'est hyper important de noter que le pacing, ce n'est pas que pour la fatigue physique, c'est pour la fatigue intellectuelle, pour la fatigue émotionnelle et pour l'ensemble du tableau clinique. Merci beaucoup. Alors, docteur, ouais. Oui, alors par rapport donc au-delà en plus, on va dire, du pacing, tout à l'heure, on parlait juste des thérapies complémentaires. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, il y a quand même des choses qui bougent. Par exemple, à la faculté de médecine, on a monté un observatoire justement des thérapies complémentaires. Et la difficulté que peuvent avoir les professionnels à conseiller en fait ces thérapies-là, c'est qu'en fait ces thérapies, au niveau de leur évaluation scientifique, elles sont bien souvent difficiles en fait à évaluer avec le même cadre, on va dire scientifique qu'habituellement. C'est-à-dire que en fait ces thérapies, prenons le cas de l'ostéopathie par exemple, va prendre en compte certaines dimensions spécifiques du patient qui font qu'en fait le soin qui est fait en ostéopathie est pas le même soin qu'on va faire à un patient A, un patient B, etc., qui pourrait présenter la même gêne initialement, voire le même diagnostic. Donc, c'est ça qui rend en fait difficile l'évaluation de façon reproductible dans les protocoles. Et il y a une unité INSERM qui travaille justement sur les évaluations de ces thérapies-là. Et c'est ce qu'on suit de près, parce que pour un médecin généraliste, alors je vais vous dire, moi je suis dans un endroit où les patients vont parfois voir l'ostéopathe avant de venir me voir. C'est quand l'ostéopathe n'a pas réussi à résoudre le problème, on vient me demander des médicaments, mais ce que je peux comprendre. Et après, nous aussi, je vous rassure, en fait, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos étudiants, c'est de les inciter à mettre en place le plus possible de thérapies non médicamenteuses. Alors, non médicamenteuses, ça ne veut pas forcément dire complémentaire, c'est qu'il y a des choses qui ont été évaluées et qui montrent leur efficacité. Alors, juste pour continuer, en fait, sur le fait qu'on n'est pas... qu'on sort en fait d'un cadre obtus qui oppose en fait médecine qui utilise des outils des outils on va dire évalués classiquement. Par exemple, il y a des revues Cochrane qui sont le plus haut niveau de preuve qu'on a en médecine qui montrent que par exemple l'acupuncture pour résoudre les nausées de la femme enceinte, c'est le grade A, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuve. Donc en fait, on attend en fait ces évaluations-là, et il y a des thérapies pour lesquelles, en fait, les professionnels sont pas en mesure de vous dire si ça va vous être utile ou pas. C'est un problème de démonstration de l'intérêt ou aussi quand même un peu de la formation, non? Parce que alors, il y a des craintes. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, on a un héritage qui est quand même particulièrement conservateur en faculté de médecine,
qui fait que des gens qui n'ont pas fait le cursus ont du mal à être entendus, on va dire, au sein des facultés de médecine. Après, ça, on en pense qu'on en veut, mais effectivement, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui fait une formation qui n'est pas contrôlée, etc., venir vous expliquer qu'en fait, il fait un meilleur soin et qu'il a des meilleurs résultats. C'est peut-être vrai. Mais n'empêche qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des méthodes d'évaluation, parce qu'en fait, ce qu'on demande quand même à un médecin, c'est d'agir avec son expertise de médecin et avec sa formation. Moi, quand on vient me voir, je suis désolé, hein, j'espère que je ne vais pas trop choquer de monde, mais quand on vient me voir, par exemple, pour prescrire de l'homéopathie, j'ai pas une formation d'homéopathe et donc je la prescris pas. Donc déjà, c'est une première chose. Et après, si on me demande l'efficacité de l'homéopathie, c'est quoi l'efficacité de l'homéopathie? Actuellement, il n'y a pas d'études qui montrent qu'elle soit supérieure en fait au placebo. Donc très bien, si les patients en prennent en connaissance et que ça les améliore même de 30%, c'est déjà beaucoup. Mais il faut bien que les choses soient claires et dans ce cadre-là. Après, il y a tout un panel de thérapies non médicamenteuses qui sont évaluées, qui ont montré la preuve de l'efficacité et qu'on va être à même de proposer. Alors, pour en revenir sur notre sujet de la fatigue en particulier, nous, ce qu'on est en mesure de proposer, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Après, il y a des histoires de rythme, en fait. Hein. Donc là, le pacing… Vous pouvez décrire ce que c'est, du coup, pour être sûr En fait, c'est un accompagnement psychologique, on va dire, de ces patients-là pour les aider aussi à appréhender leurs symptômes et être dans des dispositions accompagnées d'un psychologue pour pouvoir vivre au mieux déjà en fait ce ressenti. Le fait et puis aussi d'avoir l'approche psychologique tout court de l'accompagnement, alors qui peut être donné par le médecin généraliste, mais qui évidemment est contraint aussi par le temps. Et malheureusement, on est dans un modèle de soins qui fait que on n'a pas un forfait de 300 € par patient chronique qui nous permettent de prendre 1 heure par consultation. Il y a aussi une réalité là-dessus. Donc en fait, après on délègue. On délègue soit à des psychologues, soit dans le cadre de réseaux où on a des enveloppes en fait qui permettent de financer du soin qui actuellement n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Alors là, il y a la psychologie qui va commencer à être remboursée, mais évidemment pour des patients atteints de maladies chroniques, 6 séances, c'est rien du tout en fait de psychologue, même en thérapie cognitivo-comportementale. Donc voilà, enfin c'est des thérapies éprouvées. Où on va mettre les patients dans une situation, ils vont comprendre un peu mieux, on va dire, leur fonctionnement physiologique et psychologique. Et c'est cet accompagnement-là qui permet aussi de mieux vivre avec la maladie. Ça apporte pas forcément des solutions, mais il y a aussi des éléments de compréhension, en fait, de ce qui se passe. Et c'est un peu le sens du pacing, en fait. Hein. C'est un coaching, on va dire, un auto-coaching, le pacing, mais c'est repérer ces symptômes, etc. Alors, ça passe aussi par une régularité. En fait, hein. On voit bien que les patients qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à faire une certaine routine et à anticiper en fait ce qui va leur arriver en termes de fatigue pour pouvoir mieux programmer leur vie. Ça, on le conseille évidemment aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est activité physique adaptée. Alors, le problème en fait des thérapies complémentaires et l'activité physique adaptée, c'est qu'il n'y en a pas toujours des programmes qui permettent le financement de ces actions. Alors, de plus en plus, ça va arriver. Dans le cadre des pôles et maisons de santé, donc moi je travaille en maison de santé pluriprofessionnelle, justement, on dépose des programmes auprès de l'ARS pour avoir des financements pour pouvoir financer donc des APA, donc des éducateurs qui vont accompagner ces patients atteints de maladies chroniques. Et évidemment, on n'a pas un programme spécialisé fatigue. Hein. On va avoir un programme où on va inclure tous les patients et après ça va être du sur-mesure. On n'a pas toutes les expertises approfondies, le syndrome de fatigue chronique en termes de prévalence, c'est évidemment pas forcément une entité qui est très connue des médecins. C'est pas le plus gros en fait de leur pratique. On leur demande d'être experts sur ce qui est le plus fréquent et après d'avoir un réseau de soutien et des explications sur vers qui se tourner pour pouvoir prendre au mieux en soin les patients. Donc voilà, après, on essaie justement de mettre en place tous ces dispositifs-là
pour en quelque sorte pouvoir accompagner et puis pouvoir trouver des financements pour nos patients, ce qui est quand même pour le souci principal. Alors, après, le problème effectivement du financement, quoi, du coût justement de ces approches-là, ça avait été déjà soulevé au cours des 2 précédents webinaires. Et puis ce que disait Eric, en fait, c'est que pour un patient donné, il y a une thérapie qui va lui convenir plus qu'une autre. Et je sais qu'il y a des associations, notamment l'AFA, en fait, qui proposent des séances de groupe, d'initiation pour permettre en fait à moindre coût Eric, tu me dis… Oui, tout à fait. En fait, là, on est en train de travailler, par exemple, sur un cycle sur l'activité physique, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Moi, j'étais un ancien sportif et je pense qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai fait quand même énormément de sport. Et là, justement, on est en train de monter un cycle pour déjà comment reprendre une activité physique, les freins, les leviers, déjà pour essayer de comprendre un petit peu voilà, qu'est-ce qui bloque le malade. Et après, c'est de faire essayer en fait une activité physique adaptée. Donc, ça va être peut-être simplement de la respiration, parce que c'est déjà une activité physique, respiration, comment respirer. Il va y avoir de la sophrologie, du pilate. Et là, donc, on va faire découvrir différentes activités. Et le but, là, on va commencer par exemple début d'année prochaine un cycle sur la sophrologie. Donc, c'est 8 séances. Et donc, les malades vont pouvoir participer à une dizaine donc, par séance à ce cycle de sophrologie, parce qu'on sait qu'il faut effectivement au moins 8 séances pour avoir quand même un bénéfice. Là, ça va leur permettre de pouvoir accéder à ça, parce que c'est vrai que c'est quand même entre 50 et 60 euros donc une séance. Là, voilà, ça leur permettra de pouvoir essayer. Et ça, ça va être aussi en fonction un petit peu de la demande, parce que comme je vous l'ai dit, moi, c'est parce que j'ai découvert ça 30 ans après. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse le découvrir avant. Si on peut se faire du bien avant, c'est quand même que mieux. Là, on commence la sophrologie. Puis après, par rapport au retour qu'on aura des ateliers, s'il faut mettre un cycle sur le pilate, on fera un cycle sur le pilate. Si c'est sur de l'auto-hypnose, on fera de l'auto-hypnose. Et puis, voilà, c'est petit à petit d'essayer de cerner un petit peu les besoins donc, des malades. Parce que, on le voit aussi dans le chat, ce qu'ils veulent, c'est quels sont le type de solutions qu'on peut rapporter. Alors, moi, ce que je dirais aussi, c'est essayer de vous connaître. C'est vrai que nous, alors je parle pour les Mickey, parce que c'est vrai que je sais que ce n'est pas adaptable à tout le monde, mais c'est vrai que dans les Mickey, c'est quelque chose de tabou, donc on n'en parle pas, et puis finalement, on ne veut pas avoir cette étiquette-là. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir en faire autant que les autres. Et puis finalement, certains malades en font plus. Effectivement, ça provoque donc une fatigue. Donc, effectivement, ça, c'est compliqué aussi à faire accepter. Moi, il a fallu 15 ans pour que je me prenne 4 fois 10 minutes à rester allongé par jour. Rien que ça, moi, ça a été un bénéfice aussi. Mais je suis un hyperactif, rester 10 minutes allongé, c'est compliqué. Il faut trouver des petites astuces pour essayer de s'occuper quand on est allongé. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut essayer. Et c'est vrai que moi, je reviens aussi, j'ai un tableur. Moi, ça fait 20 ans, je note tout ce qui se passe. Et puis, à partir de là, effectivement, en testant, vous allez savoir que finalement, là, dès que je fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, vous allez voir que vous l'aviez déjà noté. Vous pouvez rayer en disant, là, il faut que j'évite de faire telle chose avant parce que finalement, c'est ça qui va me fatiguer. Ou alors, finalement, le fait de m'être reposé 3 fois dans la journée, simplement 10 minutes, j'ai pu assumer mieux ma journée. Et ça, c'est à vous aussi de co-construire cette chose-là pour que vous connaissiez, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, il faut aussi essayer d'être acteur, essayer, oui, comme je vous le dis, essayer ces thérapies complémentaires. Moi, j'en avais essayé beaucoup et vous voyez, j'en ai au milieu et puis c'est celle-là qui m'a aidé. Donc, voilà, c'est vraiment à chacun aussi un petit peu de voir quels sont les bénéfices des choses qu'on va mettre en place. Merci beaucoup, Eric. Isabelle, il y a beaucoup de questions sur comment le guide, en fait, qui est trouvé vraiment très bien, comment l'obtenir. Et du coup, vous pouvez peut-être Alors, je l'ai mis normalement, j'ai dû mettre que l'AFC, vous pouvez le procurer au niveau de l'AFC simplement avec des frais de transport, je crois. Voilà, vous allez sur le site de la SFC, il y a aussi un blog de témoignages sur le pacing et vous allez le demander, vous payez en ligne, juste les frais de port, on vous l'offre. La SFC offre ce petit guide avec grand plaisir avec tout le monde. Moi, je voulais revenir sur la complexité du dialogue avec son ou ses médecins et sur les sources de malentendus. Parce que la fatigue, finalement, c'est un cas d'école pour ces choses-là. Sur les thérapies complémentaires, alors on est sur, je comprends bien, et en tant que scientifique, encore mieux, l'idée d'avoir des données probantes et d'être sur des thérapies qui ont fait leurs preuves. En revanche, pour le malade qui n'est pas dans ces notions de statistiques, pour lui, s'il entend que pour d'autres patients ou à travers les groupes sur les réseaux sociaux ou les groupes d'échanges associatifs, il y a telle thérapie qui fonctionne et que son médecin ne lui en a pas parlé, il sort de l'alliance thérapeutique, il va le faire tout seul ou il va le faire tout seul avant. Donc, le fait
et je comprends bien pourquoi, hein, je le dis encore, le fait qu'en tant que médecin, de ne pas pouvoir parler de telle thérapie ou la recommander en disant bah, d'autres de mes patients peut-être quand même sont soulagés par ça, crée un isolement. Le malade va le faire tout de même, elle va le faire de façon sauvage. Et il va essayer, et tous les gens qui sont dans la fatigue chronique, entre guillemets, non diagnostiqués sans cause, avant même de pouvoir avoir un diagnostic quel qu'il soit, essayent tout. Et donc, finalement, on atteint collectivement, patients et médecins, on n'atteint pas notre but. Est-ce qu'il pourrait y avoir un entre-deux, que le médecin soit un passeur des savoirs aussi de ses autres patients, à défaut de données probantes. Et les données probantes, on le sait aussi, et on connaît les dessous des statistiques. Ça dépend de qui est inclus. Il y a des sous-groupes souvent derrière, et les statistiques, elles cumulent tout ça, et on a parfois l'illusion que le nombre fait la puissance. Mais le médecin, il est là. C'est un humaniste. Enfin, les médecins faisaient leurs humanités. C'est quelqu'un qui est là pour soigner une personne dans sa singularité. Donc, en rester à, mais je comprends bien, en responsabilité à, je n'ai pas de données probantes, ben voilà, forcément, le dialogue est rompu. Et je crois que c'est le problème qu'on a, enfin, le problème qui remonte, c'est que peut-être les médecins le portent dans le dialogue en disant, écoutez, voilà, il n'est pas démontré d'efficacité, mais certains patients ont essayé ça. Je ne sais pas si vous y avez pensé ou si vous avez déjà fait des thérapies complémentaires. Parce que je crois qu'il y avait une étude qui était sortie récemment en disant combien de patients mentent à leur médecin. Mais le mensonge, ce n'est pas la manipulation, c'est lui cacher qu'on a pris telle ou telle chose, qu'on est allé voir un magnétiseur, parce qu'on est tellement désespéré, mais on ne lui donne pas les éléments. Donc forcément, il n'y a pas de dialogue. Donc je me permets d'insister sur ce point. Le docteur Darmon, si vous voulez rebondir, oui. Oui, non, mais alors, je me suis peut-être mal exprimé, puisqu'en fait, on est quand même tout à fait d'accord, c'est ce que j'expliquais, nous, on est sur du soin individuel. Dans mon propos, il s'agissait bien de ça, et d'accompagnement, et de tenir compte d'eux, et évidemment que ce serait plus que contre-productif que de laisser le patient seul dans sa détresse, en lui disant « je suis désolé, moi j'ai pas de preuve de ces thérapies, donc n'y allez pas ». Après, le souci, si vous voulez, c'est en fait qu'est-ce qui est demandé au patient et la clarté en fait des éléments. Parce que dire à un patient, moi ce que je leur dis, c'est que ça peut être efficace dans une marge de 30%. Je leur dis pas c'est aussi efficace qu'un placebo. Je leur dis pas ça, même si c'est ce que ça veut dire. Mais parce que je leur dis que ça peut être efficace à 30%. Et c'est peut-être ce 30%-là qui va déjà les soulager. Donc, effectivement, il y a des éléments de langage à avoir. Après, on a aussi un autre souci qui n'est pas simplement d'aller chercher des solutions parce qu'en fait, le corps médical n'en donne pas. Ça, c'est effectivement un problème. L'autre problème, c'est en fait par rapport à ces thérapeutes qui peuvent être très bien intentionnés, et la plupart du temps, c'est quand même le cas, c'est en fait le cadre dans lequel ils exercent qui n'est pas du tout contrôlé. Donc en fait, il est là le problème aussi, c'est que nous, on a en tant que médecin généraliste un rôle d'orientation, et de toute façon, on est là pour se dire les choses très clairement, c'est difficile en fait de connaître les qualités des professionnels de santé également, mais c'est encore plus compliqué de connaître les qualités des thérapeutes de thérapie complémentaires, puisqu'en fait, au moins pour les professionnels de santé, on sait quel cursus ils sont censés avoir fait, et on sait qu'est-ce qu'on est au minimum censé attendre d'eux. Pour les thérapies complémentaires, qui sont effectivement pas enseignées en fait dans le cursus de médecine. Alors ça, c'est un des premiers problèmes, c'est parce qu'en fait, au moins, on pourrait avoir des connaissances sur quels sont les fondements, on va dire, théoriques de ces thérapies-là, pour qu'on ait une certaine approche et que le référent de cette thérapie, et en fait, il n'y en a pas, vienne expliquer quelles sont les bonnes pratiques. En fait, on n'a pas ça.
Mais ça, là aussi, c'est en train de changer parce que pour le webinaire sur la douleur, on en avait parlé. En fait, il y a notamment Béatrice Leloutre qui était intervenue pour ce webinaire, des volontés, justement, une prise de conscience de ce problème-là et volonté de, à terme, essayer d'avoir des annuaires, en fait, de formation qui sont recensés et qui permettraient, du coup, de rassurer plus. Oui, mais comme vous le dites, les choses sont en train de changer, hein, comme elles sont en train de changer dans la formation médicale. Actuellement, l'état de l'art, c'est pas ça. Mais évidemment qu'on ne pourra pas aller facilement vers ces thérapies si on n'a pas en fait un accompagnement des professionnels de santé. En fait, en réalité, ce dont on fait par là, c'est un certain état des professionnels de santé sont assez démunis en fait par rapport à cette demande qui vient des patients. En réalité, c'est un malaise. Le malaise, il est du côté des patients, mais il est aussi du côté des professionnels de santé qui ne savent pas vraiment quoi répondre. Parce qu'effectivement, ça peut très bien marcher dans certains cas. Évidemment. Donc après, le problème, c'est que si l'avis du médecin, il équivaut à l'avis de la voisine, et ça, c'est un problème qu'on a collectivement. Et la voisine, elle peut avoir un très bon avis, très bien, très justifié, et qui sera très efficace pour le patient. Et le patient qui dira, bon, bah, finalement, c'est ma voisine qui m'a plus aidé que mon médecin. C'est quand même un problème. Donc, il faut qu'on arrive à minima à, on va dire, avoir une boussole pour se repérer dans tout ce panel-là et éviter, en fait, surtout à nos patients de se retrouver dans des situations d'avoir essayé quelque chose parce qu'on leur a pas donné de solution et des solutions qui n'étaient pas du tout adaptées pour eux. Oui, Eric? Peut-être parce qu'on entend aussi, on entend parler maintenant des INM, des interventions non médicamenteuses. Et je vois qu'il y a en fait maintenant le NPIS qui s'est ouvert justement pour pouvoir après valider justement ces formations, faire de la recherche, montrer en fait que certaines thérapies en fait sont efficaces. Est-ce que c'est quelque chose dont vous entendez parler aussi, vous, au niveau médecine générale ou pas? Ces fameuses interventions non médicamenteuses. Parce que c'est vrai que nous, on appelle ça thérapie complémentaire et je vois que maintenant, soi-disant, ça s'appellerait donc intervention non médicamenteuses. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que bon, il y a des enjeux de tout ça. Hein. C'est qui va valider à la fin ces thérapies. Évidemment, celui qui va valider ces thérapies, il a un certain pouvoir. Donc, en fait, chacun y va de son institution et de son appellation, mais c'est des mots valises de mon point de vue. Après, moi, ce que je regarde, c'est au niveau des études, c'est ce qui compte en fait. Hein. Donc, est-ce que tu as des méta-analyses? Alors après, je suis entièrement d'accord avec Madame Fornacieri sur le fait que les données statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Au final, hein. Vous savez, il y a une blague qui dit il y a le menteur, le super menteur et le biostatisticien. Évidemment que les patients qui sont triés sur le volet dans les études, souvent, c'est pas du tout les patients qu'on a en consultation. Et nous, en médecine générale, on est premiers à pâtir de ça, parce qu'en fait, toutes les recommandations, elles sont orientées par maladie. Et en fait, quand on cumule un nombre de maladies, on se retrouve avec un nombre de recommandations et de choses à faire pour le patient qui sont tout simplement délirantes. Et en fait, le médecin, il n'a pas d'autre choix que de hiérarchiser avec son patient un plan de soins en essayant d'imaginer qu'est-ce qui pèse le plus dans le fardeau de la maladie chronique au global, de toute maladie confondue. Donc en fait, on a quand même un problème sur les données et le concept de l'evidence-based medicine, dont se revendiquent beaucoup de médecins et qui est fait un peu valeur de pilier hein, dans la société actuellement au niveau du soin, ça s'est réduit pour beaucoup de praticiens aux données de la science. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est les données de la science, le vécu et l'expertise du patient, le vécu et l'expertise du professionnel de santé. Donc, je vous rejoins totalement sur le fait et c'est les questions que me posent mes patients, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui a utilisé cette thérapie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je leur mens jamais. Je leur dis, voilà, les données de la science, c'est que ça sera efficace au maximum à 30% a priori. J'ai eu X patients qui l'ont utilisé, ça a quand même marché pour eux. Pour vous, peut-être que ça pourrait être une bonne solution parce que voilà comment ça se passe. Mais en fait, c'est voilà comment ça se passe où des fois, moi, je manque en fait d'éléments. Donc après, pour revenir à l'histoire des interventions non médicamenteuses, thérapies complémentaires, tout ça, ça reste quand même le même panier global. C'est juste qu'à Montpellier, ils ont monté un congrès justement où on communique beaucoup sur toutes les évaluations qui ont pu être faites. Donc, il y a un institut à Montpellier sur les interventions non médicamenteuses avec lesquelles Véronique Mondin à Nice notamment travaille. Donc, on essaye de faire des liens là-dessus, mais bon, voilà, il y a quelques livres de référence qui commencent à arriver.
Je vous dis, c'est surtout l'unité INSERM de… Alors, j'ai oublié son nom. Mais ça va me revenir, je vais le chercher, je vous le redonnerai tout à l'heure, qui est chargé en fait de ces évaluations-là et qui annuellement produit un rapport pour produire en fait les données en fait scientifiques probantes concernant ces différentes thérapies. C'est le seul phare qu'on a pour l'instant, mais effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ces gens-là étaient des personnes non grata au sein des facultés de médecine. Je vous dis pas le jour où on a ouvert en fait l'observatoire des thérapies. Alors c'était encore un autre terme. C'était thérapie non conventionnelle. Alors, je ne vous dis pas déjà le terme non conventionnel. Tout le monde est arrivé à la faculté de médecine et ça a été le carnaval avec des effusions de joie. Ça y est, on est reconnu, etc. Mais en fait, il a fallu éteindre ce feu-là parce qu'il y en a beaucoup qui ont utilisé en fait ce fait pour dire qu'ils étaient validés par la faculté de médecine. Donc, vous voyez, c'est quand même un terrain qui est assez fragile, qu'on doit travailler avec les patients, avec leur retour, parce que finalement, moi, je vais vous dire, hein, même pour les professionnels de santé, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Même pour les professionnels de santé, je me base principalement sur le retour que me font les patients pour savoir comment ça s'est passé avec eux. Voilà, Grégory Nino, donc à Montpellier, c'est ça. Mais bon, voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'on est quand même tous dans un flou. Après, le problème des professionnels, c'est que parfois ils ne disent pas ce flou, parce que on nous a éduqués aussi dans une posture qui est de être des sachants. Alors que maintenant, en fait, la plus-value et la compétence des médecins ne peut pas se réduire en fait à la confiscation d'un savoir, puisque maintenant tous les patients ont accès au même savoir. Donc c'est bien vraiment l'intérêt de créer ce lien et d'avoir vraiment une alliance thérapeutique et une communication facilitée entre le soignant. Eric, tu veux… Oui, moi c'est simplement dire, en tant que malade, moi déjà si on me répond justement, ben voilà, oui, ça peut être efficace à 30%, vous pouvez essayer, pour moi c'est déjà une réponse, quoi. C'est pas, oula, n'allez surtout pas là-dedans. Parce que là, je dirais, on coupe le lien aussi avec, finalement, ben, il n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à lui dire. Là, si on teste ou si tu testes, quoi, si vous testez. Ouais. Si de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on teste. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé. Mais effectivement, j'ai été voir un magnétiseur, j'ai été voir ci, j'ai été voir ça. Donc, bon, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose qui marchait, sauf, ben voilà, j'ai eu la médiation de pleine conscience qui m'a aidé. Pour d'autres, ce sera autre chose. Alors, j'ai un dernier élément, excusez-moi, ça c'est aussi important, c'est qu'en fait, il y a un autre problème sur que juste tester des choses. C'est qu'en fait, donc pour toutes les interventions médicales en règle générale, maintenant, on a ce qu'on appelle le NNT et le NNH. Donc le nombre nécessaire de patients à traiter pour avoir un certain effet attendu sur une population, c'est toujours des approches populationnelles. Et puis il y a le nombre de patients qui ont été traités qui ont eu un effet indésirable de la thérapie. C'est encore plus difficile en fait d'avoir des éléments, on va dire probants sur les effets indésirables que les patients ont eus avec les thérapies médicamenteuses. Mais attendez, mon propos n'est pas de vous faire peur, en tout cas, sur l'usage de ces thérapies non médicamenteuses, soyez-en certains, mais ça arrive quand même qu'on ait des patients qui ont eu des soucis avec des manipulations en ostéopathie, qui n'avaient pas bénéficié de radio au préalable et qui ont été manipulés sur des vertèbres métastatiques. Et ça, c'est quand même un souci. Si nous, aussi, on n'arrive pas à mettre en garde à minima sur ce qui doit être fait avant ces thérapies. Ça suppose en tout cas qu'on ait une formation là-dessus, c'est évident. Voilà, excusez-moi, c'était juste la précision. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, avec Eric, si le professionnel en fait lui dit non, allez surtout pas vers ces approches-là, ça n'incite pas effectivement le patient à faire un retour parce qu'il ira dans tous les cas, éventuellement. Ça c'est à voir, mais de faire un retour aussi, donc l'idée effectivement toujours d'avoir ce dialogue le plus constructif possible. Docteur Galli, comme votre caméra n'est pas activée, je ne sais pas, vous me dites si vous voulez prendre la parole. Non, c'est bon? Non, c'est bon. C'est simplement rajouter ou spécifier que la prise en charge doit être individualisée même au niveau de ces thérapies-là. Il ne faut pas généraliser. Il faut chercher la cause de la fatigue ou de la pathologie et après ça, voir qu'est-ce qui peut être utile à ça.
Merci beaucoup. Il y avait aussi des questions. Alors là, du coup, on change de sujet, mais je vois qu'il nous reste 6 minutes. Des questions aussi, peut-être plus un témoignage, retour d'expérience d'Éric et Isabelle sur certaines personnes disent qu'elles ont peur du jugement des autres, elles ont peur d'être prises pour une personne fainéante. La complexité en fait de relationnel avec la sphère familiale, les amis, les collègues et tout. Quels conseils vous pourriez donner, Isabelle et Éric, ou ça fait cette problématique de culpabilité qui est vraiment forte en fait. Oui, ça ressort de l'enquête aussi sur pourquoi, quand vous n'en parlez pas à vos proches, pourquoi la culpabilité. Et on en a parlé hier avec une petite scénette qui était avec une collègue ou une amie. Et en effet, les personnes, une des personnes hier disait, enfin des personnages, quand j'en parle, je me sens encore plus malade, et puis ça ma vie privée, et puis ils connaissent rien à Crohn, ils ne savent pas pourquoi je vais 20 fois par heure aux toilettes quand je suis en poussée, etc. Donc il y a aussi ça. Je pense que moi, dans la co-construction, nous sommes plusieurs, et que en omettant des choses aussi, ça n'est pas forcément étonnant qu'on vous dise tu vas bien aujourd'hui, ta bonne mine, si la personne n'a aucune clé. Hein. Je pense qu'on peut donner soi-même des clés sans aller dans le détail, autant à ses proches aussi. Mais ça veut dire, ça n'est pas toujours possible, ça dépend du rapport qu'on a à sa maladie, ça dépend du soutien qu'on a dans l'entourage, ça dépend des expériences passées. Si on a été très très mal accueilli par rapport à un collègue où on en a parlé, ou des amis qui disent oui, mais voilà, tu es un peu plus épuisé que moi, mais scoute-toi un peu parce que tu as encore refusé le coup de fil, là tu me donnes plus de nouvelles et franchement, je suis sûre que ça irait mieux, viens, on va prendre un thé, tu peux quand même marcher au coin de la rue. Ces expériences passées négatives, hein, c'est du conditionnement aversif, et ben, on n'ose plus en parler. Je pense qu'il faut aussi tester là, tester un autre discours, tester autre chose et donner les clés de rendre visible ce qui n'est pas visible, pas dans la plainte, mais dans l'objectivation, en disant, écoute, là, j'ai vraiment envie, j'adorerais, mais voilà, si j'accepte ce coup de fil, je suis 3 jours au lit, ce n'est pas que je n'ai pas le choix et il n'y a pas de solution. Et je pense que dans ce cas-là, on peut peut-être être surpris d'un meilleur accueil qu'on nous ferait. Et je pense que voilà, la culpabilité, elle est forcément liée à la maladie, surtout quand on ne peut moins faire que d'autres, surtout dans notre société. Et surtout chez les femmes, on va dire, on constate dans l'enquête, même s'il y a un biais, parce que c'est des maladies fibromyalgie, endométriose, où il y a beaucoup de femmes, endométriose uniquement des femmes, c'est que c'est ce modèle voilà, de la femme avec sa position dans l'empathie, dans le multitâche, et puis qui exprime plus, qui serait, entre guillemets, plus doué pour l'émotionnel. Voilà. Et ça, on est encore dans cette image-là. Et c'est, je pense, aussi aux patients d'éduquer. Alors, vous allez dire, on me dit, et je le comprends, bah oui, mais on est déjà malade, on est incompris, on n'a pas de traitement, on a triple peine, et c'est encore à nous de parler autrement. Je pense que c'est une des pistes. Merci. Éric, peut-être aussi votre point de vue? Oui, moi c'est vrai qu'après, comme je dis, hein, chacun est différent. Moi je me suis forgé aussi, alors j'ai été malade à l'âge de 14 ans, donc c'est vrai que j'ai caché en fait voilà, ma maladie. Je préférais justement ne pas parler de ma maladie, je n'avais pas envie qu'on remette en avant ma maladie, donc j'ai toujours caché ma maladie. J'en ai même loupé mes études, parce que je suis parti en fait en fin de troisième voilà, pour faire plutôt des métiers du sport, parce que voilà, les profs, je leur disais pas que j'étais malade, donc ils pensaient que j'étais un feignant, et puis je me suis braqué contre l'école. Mais pour dire quand même que ça n'empêche rien, parce que moi j'ai intégré une petite start-up, on était 4 et j'ai fini, j'étais le bras droit du patron et on était 150. Donc voilà, ça nous m'a permis aussi d'acquérir voilà, la formation sur le tas, comme je dis. C'est-à-dire je suis passé par tous les postes et puis finalement je me suis rendu compte que c'était peut-être une des meilleures formations. Je suis passé par les achats, par l'informatique, Donc finalement, voilà, je retombe sur mes pieds et après, je pense que c'est vraiment à chacun de voir aussi, voilà, s'il a envie d'en parler ou pas. Moi, je sais que, et ça, c'était une grande discussion que j'avais eue avec mon frère quand on a fait la BD, parce que quand on a fait la BD, il découvrait ma maladie, parce que je n'en parlais jamais. Il me demandait toujours pourquoi, mais moi, j'avais plus de côté négatif que de côté positif à en parler. Parce que le jour où il a fallu que j'en parle, ma femme, maintenant, elle s'inquiète. Maintenant, elle ne veut plus partir en voyage avec moi. Elle ne veut plus faire ci avec moi. Donc, finalement, quel est le bénéfice? Mais ça, c'est ma propre vie. Et puis, peut-être, ce sera autrement aussi pour une autre personne. Donc,
Ça, c'est vraiment… moi, j'ai un peu du mal encore aujourd'hui à dire voilà, qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon, quoi. Pour terminer, pourquoi je disais ça? En fait, pour moi, la maladie est une expérience comme une autre. Franchement, je la mets comme ça. Là, je parle plus comme voilà, je parle plutôt comme à distance, comme une autre, parce que elle nous apprend des choses. Mais bon, Claire Marin disait la maladie. Bon, c'est une philosophe qui parle de l'expérience de la maladie. C'est un apprentissage par les abîmes. Oui, on va sur le fond, mais on apprend quand même. Je ne veux surtout pas dire qu'on en sort grandi, parce que j'ai horreur de ce discours de la société qui dit qu'après un cancer, après une maladie grave, on est une meilleure personne. C'est extrêmement stigmatisant. En revanche, c'est un vécu douloureux, difficile, on voudrait s'en passer, dont on peut tirer quelques clés et pour apprivoiser les choses et pour avoir encore des moments qui valent la peine d'être vécus. C'est vrai que moi, je confirme, hein, sur un film, justement, sur Un Mont Blanc pour y croire, j'avais fait commencer par une petite mamie qui m'avait fait rentrer dans le milieu associatif et qui me disait, moi, la maladie, je suis contente d'être malade, ça m'a fait comprendre la valeur du temps présent. Et c'est vrai que je la prenais pour une folle, hein, au départ, et finalement, aujourd'hui, ben, je pense comme elle. C'est vrai que je n'arrivais pas peut-être à apprécier certaines choses. Donc, effectivement, ça me fait mûrir aussi voilà, les personnes. En tout cas, moi, ça m'a fait évoluer, en tout cas. Alors, merci beaucoup là pour les deux. Je vois qu'il est midi, donc on va très bientôt terminer. Je demande peut-être au docteur Galli et docteur Darmon aussi si vous voulez juste redire s'il y a quelque chose que vous voulez dire brièvement avant qu'on se quitte. Juste pour vous dire, vous voyez bien que là, en fait, on est quand même a priori dans un début. En fait, on a souhaité vraiment amorcer un grand nombre de projets autour de la douleur et la fatigue. Que ça soit dans le cadre de l'AFA et tous chercheurs pour, je vous dis, les formations qui auront lieu l'année prochaine, mais aussi vraiment le gros travail qui a été fait autour de la journée des fatigues et qui est vraiment que le début d'une prise de conscience et une mobilisation des associations et puis plus largement d'un public plus large. Mais docteur Darmon ou Galli? Oui, ou Marion, peut-être une question, c'est centre antidouleur et pourquoi pas centre de la fatigue? La fatigue. Des fatigues. Docteur Galli ou à quand les centres contre fatigue? Est-ce qu'il y aurait un intérêt en fait? À mon avis, ça serait difficile puisque, comme on avait dit, la fatigue, elle est due à pas mal de pathologies. Donc, à mon avis, il va falloir plusieurs centres. Donc, des centres spécialisés en fonction de ou des pathologies. On ne peut pas traiter la fatigue de la fibromyalgie comme la fatigue du syndrome de fatigue chronique ou la fatigue de maladie auto-immune, etc. Donc, sinon, ça sera un centre de fatigue multidisciplinaire avec pas mal de spécialités. Donc, je pense que ça sera difficile. Moi, de façon générale, je suis pas très friand des centres de référence. Je suis plutôt pour qu'on amène le soin plus proche du patient. Donc en fait qu'il y ait des réseaux de soutien en fait aux médecins généralistes et aux patients donc qui les consultent. Je pense que qu'il y ait un centre de référence après de consultation, c'est une chose, mais c'est surtout qu'il faut amener ces compétences-là au plus proche des patients. Donc si un médecin se retrouve alors dans l'hypothèse qu'il est pris en compte les dires de son patient, qu'il ait bien identifié ce problème de fatigue. S'il se trouve démuni une fois avoir fait le tour de recherche étiologique concernant en fait une cause possible et curable, ou même non curable pour l'instant, mais de cette fatigue-là, qui puisse faire appel à un confrère spécialisé dans le domaine. Donc effectivement, le problème, je pense, c'est que ça sera très difficile. La douleur, en fait, elle est quand même un substrat, on va dire, organique qui la supporte. La fatigue, c'est tellement polymorphe que je ne sais pas quel type de spécialité peut être en mesure de le porter. Enfin, que ce soit les internistes, les algologues, ou ça pourrait être tout le monde en réalité, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Donc pour moi, s'il y a des centres qui doivent se mettre en place, des centres qui sont transversaux, et avec, de la manière qu'il y a eu un plan douleur, on pourrait très bien imaginer un plan fatigue qui consiste en amélioration de tous les professionnels de santé sur cette thématique-là.
Et j'ai peur que si on commence à mettre en place des centres dits fatigue, on trouvera forcément des gens à mettre dedans, mais ça risque de quelque part dédouaner l'ensemble du corps médical de s'intéresser à cette thématique, et j'ai peur que ce soit contre-productif. Oui, par contre, il faut sensibiliser les professionnels de santé dans les centres de référence, dans les différents centres de référence, au problème de la fatigue. Ça veut dire les cancérologues, ils connaissent très bien la fatigue. Mais bon, il y a d'autres sensibilités, d'autres spécialités qui ne connaissent pas très bien la fatigue ou qui connaissent la fatigue, mais ils ne la prennent pas bien en charge. Donc ça aussi, à mon avis, c'est un problème, encore une fois, au niveau de l'enseignement médical dans les facultés de médecine. Alors, merci beaucoup. Là, on va arriver. De toute façon, il y a aussi toute la journée de demain où sera abordée la fatigue. Éric, peut-être le résultat du sondage. Et puis après, on vous souhaitera à tous une très bonne suite de samedi. Éric, le sondage peut-être. Le sondage. Depuis combien de temps souffrez-vous de fatigue? 56%, donc plus de 6 ans. 40% de 1 à 5 ans et 5% moins de 1 an. Pour une consultation avec un professionnel de santé, vous a-t-on déjà proposé d'auto-évaluer votre fatigue? 81% non jamais, 13% oui parfois, oui à chaque fois, 6%. Et pour gérer votre fatigue, avez-vous recours à des techniques ou thérapies complémentaires? Non à 52%, oui à 48%. C'est vrai que c'est des chiffres qui m'étonnent parce que je pensais qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui essayaient donc les thérapies complémentaires. Voilà, donc ce sont des chiffres. Je vous remercie, encore un grand merci là aux 4 intervenants pour cette matinée. Alors, on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais c'est, je vous dis, en fait, juste un lancement en fait d'autres actions qu'on mènera. Et on vous invite tous à participer à la journée des fatigues demain. Donc, je rappelle, le programme, c'est sur le site journéedesfatigues.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à venir. Et ce webinaire sera accessible en replay. N'hésitez pas aussi à le diffuser autour de vous, à toutes les personnes que cela pourrait intéresser. Un grand merci à tous et puis bonne journée. Merci. Bonne journée. Et merci beaucoup à vos intervenants. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.